bonjour. Donc, pour mes 2 derniers cours, on rentre à la maison, puisque on m'a redonné l'amphi Albax, où ceux qui suivaient mes cours auparavant se rappellent que j'avais fait tous mes cours jusqu'il y a 2 ans. Voilà. Je vois que vous, la proximité de mon départ ne diminue pas les rangs de l'assistance. Bien. Nous continuons donc cet examen des interférences entre l'Asie centrale et l'Iran sassanide. Nous en étions restés aux premières campagnes qu'ils ont menées contre de nouveaux adversaires orientaux plus redoutables que les précédents, parce que, contrairement à leurs prédécesseurs, eux construisaient des empires. En l'occurrence, il s'agit donc des Huns Khidarites, qui, dans ce texte arménien, sont appelés les couchants par terminologie anachronique, en raison des territoires qu'ils occupaient. Mais donc, ce sont les Huns Khidarites. Alors, vous voyez, sous Yazdgir II, il y a des fortunes incertaines, alternées. Parfois, c'est lui qui a le dessus. Et puis, en général, il finit par avoir le dessous grâce aux tactiques spécifiques des empires de la steppe qu'utilisent les Khidarites. Et puis, pour finir, au moment où son fils Péroz lui succède, il hérite d'une situation en fait incertaine. Finalement, il tente une alliance, et puis pour finir, 10 ans après, il va faire une alliance de revers pour vaincre cet adversaire contre d'autres Huns qui sont plus à l'est, des Hephthalites. Et puis, comme il est arrivé à peu près toujours dans ces cas-là, l'alliance de revers a été un mauvais calcul, puisque l'adversaire opposé s'est révélé encore plus redoutable que celui qu'il avait aidé à vaincre. Alors, donc, on arrive à l'avènement de Péroz, 457-484, qui a un long règne, qui a été un roi sassanide qui a beaucoup marqué l'histoire. Apparemment, il s'intéressait plus à la religion que ses prédécesseurs, mais sur le front occidental, il n'a rien fait, c'était la paix avec Rome. Sur le front oriental, il est allé de catastrophe en catastrophe. Alors, est-ce lui? C'est ce que je pense, mais ce n'est pas certain. Il y a d'autres identifications. C'est un plat qui est à l'Ermitage, qui, selon moi, aurait été fabriqué à l'époque de son avènement. La couronne a bien l'air d'être la sienne. Croissant de lune avec des créneaux sur les côtés. Et puis le roi qui est en dessous n'a pas l'air d'être lui, parce qu'il n'a pas la même couronne. Alors, il se pourrait, selon moi, c'est donc Péroz qui, au moment de son avènement, célèbre la mémoire de son père Yazdgir II. Pourquoi le fait-il? Justement, la succession avait été disputée. Donc il se pourrait qu'il ait voulu réaffirmer sa légitimité. Tout ça, c'est vraiment hypothétique, mais voilà, c'est l'hypothèse à laquelle je me rallie. Un très intéressant et unique sur les plats sassanides, il est sur un trône porté par des Pégases, donc trône qui évoque le soleil, qui évoque Mitra, rien de surprenant. Il y a 4 dignitaires qui sont pas royaux, apparemment, qui n'ont pas de couronne, qui sont à côté de lui, et qui ont des bottes qui ont plutôt, qu'on voit pas beaucoup sur les plats sassanides, c'est des bottes on trouve plutôt dans des représentations d'Asie centrale. Alors, ça nous met peut-être sur la voie. Et vous voyez, détail très curieux, ils ont les mains cachées dans les manches. Alors, dans le protocole iranien, et ça remonte à l'époque achéménide, quand on va voir le roi, quand un guerrier, un noble va voir le roi, il a les mains cachées dans sa poitrine ou dans les manches
de façon à montrer qu'il n'a pas de volonté d'agression. Donc il s'agit de 4 personnages qui sont soumis. Alors, Boris Marchak, dans la notice du catalogue Faste d'un empire oublié, on est au musée Serdouchine, une belle exposition sur les Sassanides. Il n'a d'ailleurs pas tout à fait les mêmes identifications que moi pour les rois, mais il a fait un rapprochement extrêmement intéressant. Il cite le texte de Plutarque, Vie des hommes illustres, sur la vie de Lucullus. Et Lucullus a fait campagne dans le Caucase contre Tigrane d'Arménie aux alentours de 60 avant Jésus-Christ. Donc on est quand même loin dans le temps, mais voilà ce qui est écrit. Quand Tigrane siégeait et était occupé aux affaires, 4 des rois vaincus se tenaient à ses côtés, les bras croisés sur la poitrine. Voilà, ça a l'air d'être la même chose. Donc on voit qu'il y a plusieurs schémas iconographiques pour représenter les rois sassanides avec les peuples voisins. Il y a un schéma qu'on n'a pas sur des plats, mais qui est décrit. Le roi occupe un trône et il y a autour de lui 3 trônes vides qui représentent les peuples voisins, enfin les empires voisins qui disons, lui font allégeance. Donc ça, c'est plutôt une représentation pacifique. Et puis, il y a ce cas-là où ça semblerait célébrer une victoire. Bon, alors, si c'est lui au moment où il arrive sur le trône, la prétention de victoire est quand même exagérée parce que on sait en fait que déjà son père et puis lui, en fait, finissaient toujours par payer les Huns Kidarites pour acheter la paix. Bon, mais Péroz, comme je l'ai dit, donc, a cru mettre fin au problème en s'alliant avec des nouveaux venus qui étaient les Huns Hephthalites, et à un moment, il émet même une monnaie d'or à Bactre. Ça a été assez récemment découvert. Cette monnaie est unique. Elle a incontestablement émise à Bactre sur le modèle des monnaies qu'émettaient les Kidarites. Donc, à un moment, il a cru prendre le pouvoir à Bactre. Mais alors, ça n'a pas duré. En fait, l'arrière-plan idéologique reste le même que ce qu'on avait dans les inscriptions de son ancêtre Shapur Ier, c'est-à-dire que les territoires de l'Est, jusqu'à la Sogdiane et au Khorezm compris, sont considérés comme partie historique de l'Iran, Iran. Alors que, fait intéressant, l'Arménie ne l'est pas. L'Arménie n'est pas considérée comme une partie de l'Iran, bien qu'ayant souvent reçu des rois iraniens, comme c'était le cas avec Tiridate, dont on vient de parler, et qui représentait une dynastie issue des satrapes achéménides. Alors, vous voyez que dans ce texte, les premiers, c'est un catalogue de villes de l'Iran avec des mentions de fondateurs, généralement légendaires, des récits mythiques qui leur sont associés, tout ça dans une perspective d'histoire de l'Église zoroastrienne. Alors, on voit que le premier pays énuméré à l'est, c'est Samarcande. Voilà, qu'on attribue à des rois légendaires. Voilà. Alors c'est et puis zoroastrien. Donc ces pays nommés à l'est ont pour particularité d'être directement associés aux origines de la religion. Ce sont des terres saintes. Donc Zoroastre aurait prêché à Samarcande, et puis c'est là où Alexandre a brûlé l'Avesta, le texte sacré qui a été écrit sur des tablettes d'or. Tout ça est bien sûr complètement légendaire, mais c'est comme ça que c'était perçu. Voilà. Et puis ensuite, en deuxième plan vient Bactre, voilà, capitale de la Bactriane, bâtie par le fils de Vishtaspa qui a été le roi protecteur de Zoroastre. Alors c'est pareil,
il a bâti un feu, et puis alors ça devient complètement, la chronologie devient complètement délirante, puisque ce personnage qui est supposé avoir vécu dans les temps légendaires envoie des messages en fait de demande de soumission à des rois contemporains des Sassanides, qui sont des Turcs, le Yabgu Kagan, Sinjibu, Cholkagan, le Grand, etc. etc. Tout ça étant complètement mélangé. Et puis alors, en troisième lieu, toujours dans ces pays donc historiquement iraniens et associés aux origines de la religion, on a le Khorezm, dont on nous dit que, alors là, il n'y a pas d'association légendaire, mais on nous dit, j'en ai signalé précédemment, que une capitale aurait été bâtie par le frère d'un roi sassanide, le frère de Bahram V, Narsé, le fils de la Juive. On ne dit pas de qui il est le frère, mais comme le fils de la Juive, ça l'identifie. Il était le fils d'une épouse juive de son père. Donc vous voyez, valorisation historique maximale des régions de l'Est, dont en fait aucune n'a été véritablement contrôlée par les Sassanides, sauf temporairement, on l'a vu, Bactre, Samarcande, jamais, et le Khorezm un petit peu avec cette ville assez mystérieuse bâtie au début du Ve siècle. Alors, en fait, ça c'est voilà, c'est le discours, c'est la fiction. Bon, maintenant, si on descend sur le terrain, on voit que les archives bactriennes de la principauté de Robe donnent la vision, en fait, d'une frontière beaucoup plus poreuse que ne les laisse penser le cadre officiel. Alors voilà le cadre officiel. On nous explique qu'il y a une frontière vraiment matérialisée par une tour. Alors Péros, toujours lui, vint à une tour que Bahram V, donc son grand-père, avait édifiée dans la zone entre la frontière du Khorasan et le pays des Turcs, c'est-à-dire les Heftalites, pour que ces derniers ne puissent franchir la frontière et entrer au Khorasan, ceci conformément à un accord stipulant que chaque partie renonçait à franchir la frontière de l'autre. Ayant atteint la tour, la ruse, Péros fit attacher 50 éléphants et 300 hommes liés ensemble, et il la fit tirer, lui-même avançant derrière. Je ne sais pas très bien comment il a pu tirer une tour bâtie en pierre ou en briques crues, mais voilà, il l'a fait tirer. Il entendait par ce moyen affirmer qu'il avait ostensiblement tenu son serment avec Arshunvar. Eh bien oui, il déplace sa frontière, mais c'est toujours la tour qui la matérialise. Bon. Il commença à essayer d'attirer Arshunwar. Alors Arshunwar, c'est le roi des Heftalites. En fait, c'est un titre sogdien qui veut dire roi. Ce n'est pas le nom personnel de ce roi qu'on ne connaît pas. Il essaya d'attirer Arshunwar dans un engagement direct et lui lança ce défi, mais Arshunwar, réticent, continua à rester en arrière, car la méthode de guerre des Turcs, donc les Heftalites, consiste surtout en tricherie, tromperie et stratagème. Donc toujours les mêmes descriptions. Bien, mais bon, ça c'est la théorie. Bon, maintenant, si on regarde au niveau des archives du royaume de Robe, on a là, par exemple, une lettre écrite probablement sous Bahram V, qui était supposé avoir bâti la tour, frontière intangible, et qui semble indiquer une réalité plus fluide. Alors, je traduis. Ces textes seront réexaminés en juin dans la dernière partie de mon séminaire avec Philippe Reuseux. Donc, la lettre au gardien, celui qui écrit, oui, c'est un grand seigneur, mais bon, voilà, hommage de là-bas, c'est Wahram, conseiller de la seigneurie de Kabou. On ne sait pas où c'est, c'est un haut dignitaire. Il écrit au gardien de Tir-Ustad, donc Tir-Ustad est un lieu, Wahram le Shamwast, un titre, Monseigneur vénéré.
1000 et 10 000 salutations et hommages de la part de Wahram, surnommé Le pays est en paix grâce à Wahram, conseiller de la seigneurie de Kabou. Alors là, c'est un type de surnom qu'on trouve souvent dans l'histoire sassanide. Quelqu'un qui veut rendre hommage, montrer sa fidélité au roi, ajoute à son nom un titre qui manifeste cette fidélité. Alors, si ce personnage s'est fait surnommer Le pays est en paix grâce à Wahram, c'est que d'une certaine manière, il prêtait allégeance au roi sassanide Bahram V. Mais bon, on est dans un autre royaume. Alors, moi, votre homélie, je désire que votre seigneurie soit en bonne santé, exempte de troubles de la part de sa majesté, entourée de respect et d'honneur comme il sied à votre seigneurie, que votre seigneurie ait donc la bonté de m'écrire et je serai heureux. Bien. Il a l'air... il est question de Sa Majesté, qui paraît un personnage un peu redouté. Alors, s'agit-il du roi des rois iraniens, Bahram V? Est-ce qu'il s'agit du souverain local qui, à ce moment-là, serait un Kidarite? Et visiblement, le but de la démarche, c'est que ce personnage, donc ce Wahram en question, a l'air de se proposer comme intercesseur entre celui à qui il écrit, qui a l'air d'avoir des problèmes à la cour, et le roi, quel que soit ce roi. Parce que cette formule est assez curieuse, est unique. Exemple de trouble de la part de Sa Majesté. On a l'impression que le destinataire du message n'est plus très en cours, il a des problèmes, et l'autre propose de lui arranger son affaire. Alors voilà, de quel roi s'agit-il? On ne sait pas, mais visiblement, il y a le roi des rois sassanides en arrière-plan, puisque l'auteur de la lettre a ajouté le nom du roi sassanide à son nom. Voilà. Alors, un peu plus tard, on voit à nouveau que dans cette principauté de Robe, ils ont tendance à jouer sur tous les tableaux à la fois. On se trouve avec, à un moment, au moment de l'avènement de Péroz, justement, j'ai dit la succession avait été disputée parce qu'il avait un frère qui s'appelait Hormizd, qui a essayé de lui disputer le pouvoir au début. Alors, il se trouve que, dans la correspondance ici, on a un personnage, sans doute un membre de la famille royale, qui s'appelle Kirdi Wahram, et dans 2 lettres successives, il prend 2 surnoms différents. Dans une première lettre, il prend le surnom de Glorieux par Hormizd. Donc, il a l'air de rendre hommage au prétendant qui s'appelle Hormizd. Puis dans une lettre suivante, Loyal à Péroz. Ah oui, voilà, il a retourné sa veste. Comme c'est Péroz qui a gagné la lutte de succession, il a changé son nom et il a affiché sa loyauté au vainqueur de la compétition. Alors, ces histoires de bascule continuent, parce qu'après, au moment de la conquête des Hephthalites, on voit que l'impôt, la taxe des Hephthalites et la taxe des Sassanides sont en concurrence. Les malheureux seigneurs locaux doivent payer les deux. Ils doivent acheter les 2 pouvoirs voisins pour avoir la paix. Chaque mois, j'ai donné 5 dirhams comme frais d'entretien pour les Hephthalites et pour les Perses. Pour la taxe Hephtalite, alors ça pourrait correspondre au moment en fait, où les Hephthalites et les Perses restent encore alliés pour se partager les anciennes possessions des Kidarites. Pour la taxe Hephtalite, pour les vases de lac et pour ceux d'argent, lac chinoise apparemment, et pour ceux d'argent, et pour les offrandes, et pour le fourrage des moutons, 8 dinars. Qu'est-ce que viennent faire des moutons avec des vases précieux? Ben oui, on paye avec ce qu'on peut, alors on paye en matières précieuses, et puis on va en même temps entretenir les moutons qui servent à nourrir la garnison. Bon. Et un cheval appartenant aux Hephthalites est mort dans la ville. Vous voyez, comme c'est important, hein, un cheval est mort. J'ai payé 5 dirhams. Bon. Donc, ce personnage, dans ce document comptable, indique
que, on n'a pas son nom là, oui, il indique qu'il a dû payer les impôts à deux pouvoirs concurrents. Alors, comment expliquer cette bizarre situation? C'est probablement dû au fait que les royaumes d'où émane cette correspondance, c'est-à-dire Robe, tout à fait donc au nord de Bamiyan, et il y a un autre royaume dont il est question qui est Kadagestan, là où se trouvait le temple de Surkotal, c'est à côté. Ces royaumes occupent des positions stratégiques dans des hautes vallées. C'est-à-dire qu'en fait, ils tiennent les routes qui vont à Bamiyan, et c'est la seule voie de communication par le sud que les Sassanides, qui occupent ces provinces du sud de l'Afghanistan, Sistan ici, Herat, éventuellement ici, la région de Ghazni, c'est des voies de communication fondamentales entre les Sassanides et la Bactriane. Donc, je dirais que ces petits princes locaux font monter les enchères. Voilà. À mon avis, ils vendent leur alliance, ils vendent les droits de passage. Bon, pour faire une plaisanterie pas de très bon goût, je dirais qu'ils tiennent un peu le détroit d'Ormuz ici. Voilà. Alors, les prétentions de Péroz, on voit qu'elles sont éclatantes, puisqu'encore une fois, il émet une monnaie d'or qui est quand même un signe très fort d'affirmation du pouvoir. Bon, ces prétentions se sont exercées par intermittence, et puis il va finir par les payer très cher, parce qu'il va se heurter à un adversaire beaucoup plus redoutable que les précédents, les Chionites, les Huns Kidarites. Il va se heurter aux Hephthalites, dont j'ai déjà souvent été amené à parler dans mon cours. Alors, les Hephthalites étaient vraiment des adversaires qui ont non seulement militaires, mais aussi idéologiques, parce que dès le début, ils ont supprimé toute référence aux titulatures sassanides, kushanes, etc. sur leur monnaie. Ils s'affirment comme un pouvoir complètement nouveau. Et c'est assez intéressant parce que ils viennent un peu après Attila, chez nous. Ils sont probablement lointainement apparentés. Et Attila, c'est sa particularité par rapport à tous les envahisseurs germaniques qui l'avaient précédé ou suivi. Lui, il n'a pas voulu s'inscrire dans la légitimité impériale romaine, sauf qu'il a quand même voulu épouser une princesse romaine, mais bon voilà. Mais il a voulu créer un empire à lui, avec ses propres références. Et curieusement, on trouve la même chose au même moment avec cette branche orientale des Huns. Alors voilà la tête sympathique qu'ils affichent. Voilà sur un sceau également un souverain hephtalite. On voit que le type physique, c'est pas très net ici, c'est net ici. Ici, le type physique a l'air plutôt altaïque. Bon. Ça correspond à peu près assez bien aux descriptions qu'on a d'Attila. Alors, on va donc maintenant venir un peu plus en détail sur les épisodes militaires qui ont été de plus en plus catastrophiques pour l'Iran. Première défaite en 477, et alors là, on a un texte assez extraordinaire, pas iranien, un texte grec byzantin par Procope, le grand chroniqueur, et il est bien informé parce que dans l'armée sassanide se trouvait un ambassadeur byzantin qui s'appelait Eugène et qui a assisté aux opérations militaires. Donc le témoignage est fiable. Alors, on voit là des échanges de ruses. Les Hephthalites ont capturé Péroz. Voilà. Les Huns libéreraient Péroz s'il consentait à se prosterner devant lui, le roi des Hephthalites, pour le reconnaître comme maître. Puis, ayant prêté les serments traditionnels des Perses, s'engager à ne plus jamais entrer en campagne contre la nation des Hephthalites. Bien. Quand Péroz eut entendu cela, il consulta les mages, les prêtres zoroastriens qui étaient présents,
et demanda s'il devait consentir aux termes dictés par l'ennemi. Les mages répondirent que pour ce qui était du serment, il devrait régler la question selon son bon plaisir. Alors on va voir, ils mettent à part la question du serment et c'est intéressant. Pour le reste, il devrait circonvenir l'ennemi par ruse. Ils lui rappelèrent qu'il est de coutume chez les Perses de se prosterner chaque jour devant le soleil levant. Le texte ne le dit pas, mais c'est Mithra. Bien. En conséquence, il devrait surveiller l'heure et rencontrer le chef des Héphtalites à l'aube, et alors prêter son obéissance tout en se tournant vers le soleil levant. De cette manière, expliquèrent-ils, il pourrait à l'avenir échapper à l'ignominie de cette action. Ah oui, je ne me suis pas agenouillé devant le roi des Héphtalites, derrière lui il y avait Mithra, je me suis agenouillé devant lui. Voilà. Oui, mais alors tout ça est bien informé et cohérent, parce que effectivement, Mithra est par excellence le dieu devant lequel on se met à genoux. Et en fait, il n'était pas le seul. On se mettait à genoux devant les dieux, mais dans le cas de Mithra, c'est répété de manière insistante. Il faut vraiment être à genoux devant Mithra. Par exemple, on a un texte de Tacite tout à fait extraordinaire qui nous parle de Tiridate d'Arménie, pas celui dont j'ai parlé tout à l'heure, un descendant plus tard, qui vient voir Néron à Rome. Et il emploie à peu près la même ruse qu'a employé Pérose. Il se met à genoux devant Néron. Bon, et alors il enrobe ça en disant normalement, moi je suis un Arsacide, un souverain iranien, je me mets à genoux devant personne, mais je me mets à genoux devant Mithra. Et toi, Néron, tu es le soleil de ma vie, donc je peux me mettre à genoux devant toi. Voilà. Et puis on sait que, par exemple, dans les sanctuaires de Mithra romains, on a des représentations de fidèles qui sont à genoux devant le dieu. Bien. Ou plutôt Néron, c'est le soleil qui se met à genoux devant Mithra. Mais alors, il y a un détail dans le récit qui a échappé à Procope ou à son informateur et qui fait sens. C'est que les mages disent que pour ce qui était du serment, il devrait régler la question selon son bon plaisir. Eh bien oui, parce que bon, la loyauté politique, d'accord, il a rusé, il n'a pas vraiment exprimé son allégeance au roi des Héphtalites. Mais c'est quand même un serment, parce que tourner devant... et or, Mithra, c'est pas dit dans le texte, c'est, outre le dieu solaire, c'est le dieu qui garantit les serments. Toute prestation de serment est faite au nom de Mithra. Par exemple, on a un contrat de mariage sogdien à Penjikent, et il est dit au début du contrat, ils ont prêté serment au dieu Mithra. C'est le dieu qui garantit les serments. Alors le piège, c'est que l'agenouillement devant le roi des Héphtalites, c'est une plaisanterie, mais le serment devant Mithra, c'est pas une plaisanterie, c'est un vrai serment. Et du point de vue zoroastrien, si on fait un serment devant Mithra, le serment est valide, même si on a prêté serment à un ennemi. Donc, il y a là quelque chose qui, à mon avis, porte la trace d'une propagande zoroastrienne. Pérose, en fait, a été parjure. Il a été parjure, et il va le payer. Il va le payer parce que finalement, il va tristement finir, comme on va voir, et du point de vue du clergé zoroastrien, ça a dû être considéré comme un châtiment mérité, parce qu'il avait trahi son serment, même si le serment avait été prêté à un ennemi. Mithra, dans les rapports entre peuples, Mithra joue un rôle vraiment intéressant parce que, je dirais, c'est l'objet d'un ping-pong idéologique. Il est revendiqué par toutes les parties en présence parce qu'il est le dieu des accords, il est le dieu des serments, il est le dieu des cessez-le-feu, il est le dieu... Voilà, c'est lui. Et on voit ça, par exemple, au IIIe siècle après Jésus, au moment des campagnes de Shapur. Curieusement, au moment des guerres entre Romains et Sassanides, les Romains se mettent à représenter Mithra sur leur monnaie.
il dit, il est de notre côté. Le dieu des Perses est de notre côté. Et aussi, on a vu Mitra il y a une semaine, sur le relief de victoire de Shapur II, on voit très bien qu'il est aussi, le relief montrant la victoire sur Julien l'Apostat, c'est pareil. Mitra, en fait, le dieu qu'invoquaient les Romains est en fait resté du côté, il est resté du côté des Perses. Alors, des faits en 484, alors là, c'est la catastrophe. Péroz tente une bataille finale, et alors c'est un texte très souvent cité. Alors, Archounouar, alors pareil, je vous dis, c'est un titre, on ne sait pas vraiment comment s'appelait ce roi, Ephtalite. Bon, alors, Péroz attaque, Archounouar a ordonné qu'on fasse une tranchée derrière les lignes de sa propre armée. Bien. Et donc, couverte de branchages. Et au moment où Péroz charge, et une charge de cavalerie sassanide, c'était lourd. Ils avaient des grosses armures et leurs chevaux aussi. Et il a je ne sais plus combien de fils, plus d'une dizaine ou une vingtaine, plus tous les nobles. C'est Azincourt. Ils chargent tous avec leurs gros bourrins couverts de fer. Les Ephthalites, qui étaient derrière la tranchée, se retirent des deux côtés. Les autres passent sur la tranchée et tombent tombent en masse sur les poteaux pointus qui ont été mis dans la tranchée. Voilà. C'est ce qui est décrit ici. Péroz et toute la masse de son armée tombèrent dans la tranchée et périrent jusqu'au dernier homme, etc. Archounouar prend possession de tout. Il prend captif le chef des mages, des Zoroastriens. Et puis, alors, dans le harem de Péroz, il y avait Férouz-Dourt, sa sœur. Alors, Archounouar donna des ordres pour que les corps de Pérouz et tous ceux qui étaient morts avec lui soient retirés. Et alors là, le traducteur n'a pas très bien compris. Funerary structures nawawis, c'est le terme qu'employaient les Arabes pour désigner les mausolées zoroastriens. Je pense qu'on les a mis, en fait, c'était associé à des tours du silence. Et je pense que le roi des Ephthalites a quand même voulu qu'ils aient des funérailles honorables à la manière zoroastrienne, et donc on les a mis à faire manger aux vautours dans les tours du silence pour qu'ils aient des funérailles conformes au rite de leur religion. Et alors Archounvar envoya chercher Férouz-Dourt, souhaitant avoir avec elle des relations sexuelles, mais elle refusa. Elle refuse, donc elle refuse, il n'a pas insisté. Donc, on voit qu'il y a plusieurs choses à commenter. La ruse de guerre des Ephthalites, c'est une ruse de chasseurs nomades qui chassent les troupeaux d'antilopes. Voilà ce qu'on appelle les pièges à gazelles qu'on a identifiés à l'ouest de la mer d'Aral. Vous voyez, c'est un plateau sur lequel les gazelles font des migrations. Et vous voyez ce qu'ils ont construit là, des levées de terre en entonnoir, ce qui fait que les gazelles se précipitent là-dedans et finissent par s'entasser, se piétiner les unes sur les autres à l'extrémité, et donc là, les archers les attendent et leur tirent dessus. En fait, les Ephthalites ont appliqué à la tactique militaire ce qui était une tactique de chasse bien connue des nomades des plateaux d'Asie centrale. Alors, on a vu que tous ces traités entre Sassanides et pouvoirs centra-asiatiques, Parthes, même ça remonte aux Parthes, bon, ça se conclut toujours par un mariage. Et en général, en fait, curieusement, quand les Sassanides, les Sassanides parfois demandent à épouser une princesse Ephtalite, par exemple, c'est refusé. Mais quand les Ephthalites tombent sur une princesse sassanide, ils la récupèrent. Et
il y a toujours, ça va toujours avec, avec une union qui peut être dans certains cas négociée et qui peut être dans certains cas imposée. Et là, c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais bon, apparemment, la fille, on ne dit pas que la fille a été violée, ou, on n'en parle plus d'ailleurs après, mais il y a quand même l'idée d'un consentement dans l'affaire. Alors, un trait constant de ces campagnes sassanides qu'on a étudiées assez en détail, et ce n'est pas les dernières, parce que ça va continuer dans le siècle suivant, c'est le va-et-vient, j'en ai parlé, le va-et-vient des contingents frontaliers. Dans les campagnes à l'ouest, ils ont régulièrement fait venir des contingents militaires de l'Est. On a parlé, sous Shapur II, les Kushano-Sassanides, les Chionites, attaquant à Amida en Mésopotamie. Sous les Hephthalites, sous Kawad, il avait des contingents Hephthalites dans ses guerres contre les Romains, alors que dans le même temps, il renforçait un mur frontalier à l'Est. Donc, oui, on jouait sur les deux tableaux. Dans les guerres finales des Sassanides, on a des contingents turcs qui ont servi du côté des armées sassanides, apparemment même des Sogdiens, puisqu'on a un district dans le Caucase qui s'appelle les Sogdiens. Il y aurait donc probablement eu une colonie sogdienne établie par les Sassanides. Alors, dans le sens inverse, de l'ouest à l'est, Shapur II et ses successeurs, on en a parlé, envoient l'aristocratie arménienne à l'est. C'est grâce à eux qu'on a beaucoup d'informations sur ces guerres. Et par ailleurs, il semblerait qu'ils aient beaucoup utilisé aussi des contingents du sud de la Caspienne, le Mazanderan, parce que, par exemple, en fouillant, les archéologues soviétiques ont fouillé un bâtiment à Merv, où ils ont trouvé des monnaies datant de l'année de la défaite finale de Péroz. Et ce bâtiment est publié comme une taverne. Bon, je pense, d'après le plan, que c'était un peu plus qu'une taverne. Et les monnaies qu'on a retrouvées là sont des monnaies qui avaient été émises, qui venaient du sud de la Caspienne, du Mazanderan. Donc c'est de là que venaient ces contingents. C'est pas très étonnant, parce que ces régions du sud de la Caspienne ont toujours été, dans l'histoire de l'Iran, un peu la Suisse des armées iraniennes. C'est de là qu'on prélevait des régiments d'élite, etc. Je rappelle que le fondateur de la dynastie Pahlavi, Reza Shah, venait de la Caspienne. C'était un colonel des Cosaques de la Caspienne. Bien. Voilà. On n'a pas d'indice. Bon, on a donc des transferts temporaires. On n'a pas d'indice sur des... Donc on a peut-être l'indice d'une colonie sogdienne dans le Caucase. À l'inverse, en Asie centrale, on n'a pas d'indice, mais c'est le hasard de découverte, que les Sassanides aient établi des colonies militaires ou civiles, à part peut-être la ville au Khorezm, fondée par le frère de Bahram V, qui, si elle correspond à l'actuelle ville de Gurganj, pourrait indiquer qu'elle avait été peuplée avec des militaires qui venaient du Gourgan. Bien. Alors, nous continuons. On est arrivé à la fin du 5e siècle. Bon, ça se termine donc très très mal pour les Sassanides, puisque non seulement le roi est tué, une partie de ses fils sont tués, le pays va sombrer dans la guerre civile, il va y avoir des razzias, et ils vont devoir payer un lourd tribut qui va durer pendant des dizaines d'années. Alors, à la fin du 5e siècle et au 6e siècle, on voit qu'on n'est plus dans l'époque des grandes avancées militaires, on a plutôt un affrontement qui se fige dans la défensive. Et c'est le moment où on construit... Ah, alors, c'est le moment aussi où je change de PowerPoint. Donc, alors, mon Dieu, oui, alors, que dois-je faire? Je dois aller sur... Je dois faire ça. Oui. Et maintenant, je dois faire plein écran. Oh, oh là là. Ouais, je suis toujours sur mon... Attendez. Bon, alors il faut que je quitte là. Je
quitte mon précédent PowerPoint. Ah, voilà. Et là, je récupère le nouveau. Ah, je suis plein d'écran déjà. Bon, très bien. C'est le moment où, enfin, on a commencé un peu avant, en fait. On construit ce qu'on appelle le mur de Gorgan, qui est quelque chose d'absolument énorme. Vous allez voir le plan là. Voilà. C'est un mur construit au sud-est de la Caspienne qui court sur 195 km. 195 km. Et qui était en fait faisait partie d'un ensemble de murs plus vastes, puisque de l'autre côté, en réalité, de la Caspienne, il y avait le mur dit de Derbent, qui barrait les cols du Caucase oriental contre les Alains et les Huns. Et là, ce mur se trouve donc à l'est de la Caspienne, 195 km. Il a été étudié de manière détaillée et publié de manière absolument exemplaire, avec un luxe de détails tout à fait remarquable, par une équipe germano-iranienne, voilà, dirigée par Sauer, et c'est paru en 2013. Alors vous voyez le mur, il est là, on le voit toujours, 195 km. Et ils ont, en 2022, ils ont écrit une mise à jour partiellement, un résumé partiellement mis à jour dans ce volume dont j'ai déjà parlé, édité par Samra Zarnouch, Les Sassanides en conflit. Alors, ils n'ont pas vraiment mené des fouilles étendues. Hein. C'est une combinaison de sondages et de photosatellites, télédétection, c'est ce qu'on appelle maintenant en archéologie remote sensing, pour la chronologie de très nombreux prélèvements carbone 14, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de monnaie, au point que c'est même assez surprenant, et les fouilleurs ont fait l'hypothèse que les garnisons étaient surtout payées en nature ou en concessions agricoles. Le mur a été précédé par un semis de forteresse plus au sud. Voilà, ces forteresses-là seraient antérieures en fait, et ce serait avant qu'on ait tout relié par un mur. Dans une logique qu'on retrouve aussi au site de Bandian, dont on a déjà parlé, beaucoup plus à l'est. On a commencé par faire des colonies militaires, des forts, etc. Et puis à un certain moment, on a décidé de relier tout ça. Donc, 195 km, hauteur maximale conservée du mur, c'est ici, 7,50 m. On évalue la hauteur d'origine à peu près 10 mètres. 10 mètres. Et ce n'est pas de la brique crue, ce n'est pas des talus en terre comme on trouve généralement dans les murs frontaliers d'Asie centrale, c'est de la brique cuite. Donc c'est un travail colossal. C'est la construction, c'est l'entreprise de construction la plus massive que nous connaissons pour l'Iran sassanide. Ils ont dû employer beaucoup plus de briques que pour le palais de Ctésiphon. Alors c'est un projet qui est à la fois colonial et militaire. Il y a l'aspect défensif, mais on a établi, il est évident que c'était des colonies de peuplement, en fait, tout ça était la base économique du projet, c'est la rivière de Gorgan, qui est ici, et qui a été en fait en partie sur lequel un canal a été dérivé, un canal a été dérivé, longeant le mur. On le voit d'ailleurs, le canal, là. Voilà. Là, vous avez le mur, le talus, et juste devant, vous avez un canal. Le canal avait une triple finalité. Ça servait de douve. Bon. En même temps, c'était pour nourrir cette population de colons militaires.
Et troisième finalité, c'était pour prélever l'argile qui servait à construire le mur. Et partout le long du mur, ils ont trouvé des fours à briques. On évalue l'occupation maximale dans les 30 fortins, d'après leur taille, qui est assez petite, on évalue l'occupation maximale à 10 000 soldats. Évidemment, il n'y avait pas 10 000 soldats en permanence, mais ils étaient susceptibles d'accueillir 10 000 soldats. Beaucoup plus dans diverses enceintes quadrangulaires, parfois antérieures, qui ont été réoccupées, et on a même trouvé une ville ici. Donc, ce dispositif était capable d'accueillir une énorme population militaire, en partie venue d'ailleurs, mais en grande partie nourrie sur place. Alors, la chronologie. Si on prend la tradition historiographique arabo-persane, c'est pas précis, et surtout, ça a l'air de se concentrer autour du règne de Péroz, mais on ne voit pas toujours, on ne comprend pas toujours s'il s'agit bien de ce mur-là ou du mur du Caucase. Il y a des détails. Alors, les résultats du carbone 14 indiquent assez clairement que toutes les sections ont été bâties ou au moins commencées entre à peu près 425 et à peu près 480. Donc ça nous met dans les règnes de Yazgir II et de Péroz, donc assez logique, des souverains qui ont eu une attitude, disons, offensive vis-à-vis de l'Est, et puis en même temps une longue période d'accalmie avec Rome, qui a permis de rediriger l'effort. Donc on voit que le mur existait sans doute déjà lors des campagnes désastreuses de Péroz, et que c'est peut-être l'existence de ce mur en partie qui a contribué à l'enhardir. Bien, mais il y a des indices de reconstruction effectivement jusqu'au VIe siècle sous Khosrow Ier. Alors il se trouve qu'il y a un texte qui est assez précis. On savait pendant longtemps, on ne savait pas trop de quel mur il s'agissait, mais c'est Samra Zarnouch qui a démontré qu'il s'agissait bien du mur de Gorgan. Voilà ce qui est dit. Toujours dans ce texte, Charleston, les villes de l'Iran, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la géographie mythique des provinces orientales. 5 villes furent fondées par Khosrow, fils de Kavod, donc c'est Khosrow Ier, Khosrow Shah, et ces noms-là, elles furent nommées d'après lui. Il ordonna de bâtir un mur d'une longueur de 180 frasangs et d'une hauteur de 25 coudées royales, et à l'intérieur 180 pavillons et dasgird. Alors que veut dire tout ça? Pavillon, le mot employé c'est kouchk, qui veut dire en pélévi un petit fortin ou alors un pavillon royal. C'est le mot qui a donné en français kiosque à travers le turc. Bien, la structure a évolué en pavillon de plaisance dans un jardin, ça a donné kiosque. Dasgird, c'est, disons, un domaine fortifié. Voilà. Alors, 180 frasangs, alors là c'est très très exagéré. Le frasang, c'est à peu près 5 km de long. On arriverait à 900 km, en fait c'est même pas 200. Bon, là c'est très exagéré. La hauteur, c'est assez réaliste. La coudée royale, c'est à peu près 40 cm. On serait à 10 mètres. Et c'est ce que les archéologues évaluent d'après les restes. Les 30, alors voilà, 180 pavillons et dasgird, là aussi c'est exagéré, il y a 30 fortins, plus un certain nombre d'enceintes, mais on n'arrive pas évidemment à 180. Alors, les enceintes quadrangulaires, plus grandes donc que les petits fortins qui sont directement collés contre la muraille, on arrive à avoir des détails sur la structure de certains. On voit dans certains cas, toujours pareil, c'est sans fouille, ça a été fait par des petits sondages, quand même des petits sondages. Voyez, regardez ici celui-là, c'est quoi ces petits traits marqués en orange? Eh bien, ce sont des petites levées de terre, des petits talus, qui indiquent en fait des emplacements pour des tentes. On n'a pas les tentes, je ne sais pas vraiment si on a trouvé
trouver les trous des poteaux, mais on a des petites levées de terre qui délimitaient l'emplacement des tentes. Alors vous voyez, ça permet de constater qu'il y en avait énormément. Et c'est bien rangé en ordre. Ce qui permettait évidemment, en cas de mobilisation, d'attaque, des mouvements très rapides et rationnels. Alors en voilà un qui est complètement rempli par des tentes, et puis il y en a un, en voilà un ici, c'est rempli seulement à moitié. Alors on peut se demander si la moitié non remplie n'aurait pas été destinée aux manœuvres équestres, des exercices équestres, et les cavaliers étant dans cette moitié. On en a un ici où il n'y a strictement rien à l'intérieur. Rien du tout. Pas de tour, pas de levée de terre, pas d'indice de plantation. C'est tout vide. Et là, dans ce cas-là, bon, je serais tenté de penser qu'il pourrait s'agir en réalité d'un champ de manœuvre équestre. Et ce qui est curieux, c'est que celui-là fait 125 hectares et qu'on a, un siècle ou deux avant, au Khwarezm, donc c'est quelque chose que je suis en train d'étudier avec Sarah Borgheyi, à côté de la ville royale et du palais de Toprak Kala, on a cette enceinte où il n'y a rien du tout. Tout autour, il y a des vignes, il y a des champs, des canaux. Là, il n'y a rien. Et les fouilleurs ont fait l'hypothèse que c'était un champ de manœuvre équestre. Et curieusement, le rapprochement n'avait jamais été fait, c'est exactement la même dimension que cette enceinte ici. Et on est sur la piste de peut-être en repérer d'autres. Alors, on nous parle de 5 villes. Bon, on n'en a repéré qu'une, Dashtikala, très grand, 300 hectares. Et vous voyez à l'intérieur, voilà, c'est un plan rationnel en triangle, la citadelle ici. Et à l'intérieur, ce sont des lots, des quartiers. Donc, c'est probablement pas. Je ne pense pas que c'est des quartiers d'habitation. Moi, je pense que c'est des lots agricoles, des jardins. C'est-à-dire que ces militaires qui étaient installés là devaient être autosuffisants, comme d'ailleurs c'était le cas au limes des armées romaines. Les militaires, en principe, on ne leur apportait pas de nourriture. Ils étaient censés la produire eux-mêmes. Bien. Alors là, on a un indice indirect assez curieux, intéressant, quand les études récentes de paléozoologie de l'Iran sassanide montre que justement dans cette zone, on trouve beaucoup plus de restes de bovidés qu'ailleurs en Iran. En Iran, on trouve surtout des moutons et des chèvres. Et curieusement, où est-ce qu'on trouve le plus de bovidés? C'est le long du mur de Gorgan. Moi, je me demande si ce n'est pas lié au régime alimentaire particulier de ces contingents militaires qui devaient accomplir, donc, qui étaient en exercice permanent, portaient des armures lourdes, étaient tout le temps à cheval, devaient accomplir, étaient soumis donc à une pression physique très forte et devaient donc avoir une nourriture riche. Alors, contre qui ce mur a-t-il été dressé? Là, c'est quand même une question curieuse, parce que, bon, 195 km, c'est évidemment énorme, mais par rapport à l'étendue des frontières à défendre face au front de l'Est, c'est peu. Alors, bon, visible, ça, c'est pas non plus en face des Kidarites et Heftalites qu'on nous présente comme les ennemis les plus redoutables. C'est plutôt face à des peuples qui occuperaient ce qu'on appelle aujourd'hui la steppe ogouze, qu'on appelait les Tcheuls, qui pourraient être les vaincus représentés dans les reliefs de Bandian. Voilà. Et bon, alors on a ici donc Bandian, hein, mais la direction principale de la poussée des Heftalites et des Kidarites, des Heftalites, plus tard des Turcs, c'est quand même directement d'est en ouest. Et vous voyez
le mur ne barrait pas tous les couloirs d'invasion, loin de là. Quand on vient de l'Est, eh bien, il suffit de lire le récit des campagnes de Gengis Khan. On peut passer par Machad, Nishapur, on ne manque pas de couloirs d'invasion. Donc là, bon, ça pose disons, voilà, ça pose un problème. Est-ce qu'à l'Est, ils ont plutôt compté sur des grandes enceintes d'oasis? On sait qu'il y en avait à Merv, qui n'est d'ailleurs pas représenté ici, enfin, ça se trouve ici, à Hérat. C'est visiblement uniquement ici qu'ils ont tenu à ériger ce mur, et face à une menace qui, quand on lit les textes, ne paraît pas avoir été la menace principale. Là, il y a vraiment un mystère. Bon, je vais terminer beaucoup plus rapidement. Le deuxième âge de la poussée sassanide, c'est sous Khosrou Ier, à un moment où le mur ne paraît plus régulièrement occupé. Il y a des réparations, des réfections, mais on a l'impression qu'il est plus en phase d'utilisation intensive, comme si on commençait à le considérer comme inutile, et le pouvoir sassanide étant à nouveau sûr de lui en s'étendant vers l'Est. Ce qu'il a pu faire assez brièvement après la défaite des Hephthalites, où là, en accord avec les Turcs, les Sassanides ont réoccupé une bonne partie de l'Asie centrale jusqu'à la Moudaria. Et un indice qu'on a, voilà dans le livre de Rika Gizelen sur la géographie administrative de l'Iran sassanide, d'après les Sceaux, on voit qu'il y a le maillage administratif propre à l'Iran s'est retrouvé en fait étendu à l'Est, ce qui n'était pas le cas avant. On a là par exemple un titre qui est Amargar, c'est probablement une fonction, disons, une fonction à caractère surtout financier. Et ben on voit qu'il y en a à Merv, Bactre, on a des Sceaux, Zavoulistan et Daghestan, c'est du côté de Razni, vous voyez, donc très à l'Est. L'Ostandar, une fonction, disons, de gouverneur local, on en a très loin à l'Est, Hérat, Kadaghestan, donc près du royaume de Robe, dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Donc, à un moment, sans quelques décennies, pas plus, l'administration sassanide a vraiment réussi à s'orienter, à s'étendre très loin vers l'Est, l'îlot d'indépendance étant resté la Sogdiane. Alors, on a dit, et c'est d'ailleurs le cas, c'est d'ailleurs ce qui est exprimé sur cette carte, qu'ils avaient aussi pris Samarcande. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, et je pense que les monnaies sassanides où on a cru lire l'atelier de Samarcande doivent se lire différemment. Je pense que la frontière de la Moudaria restait bien définie, et puis finalement, tout à fait à la fin de l'époque sassanide, la rive sud s'est retrouvée à nouveau très disputée, et là, à ce moment-là, on a l'impression que le rythme s'affole un petit peu. Il y a des poussées dans les deux sens. Il y a des Turcs qui font des razzias vers l'ouest. Les Sassanides reprennent Bactre temporairement. Et puis, bon, finalement, la conquête arabe va mettre tout le monde d'accord. Voilà. Je termine très rapidement avec un retour au symbolique. Ce livre de Michael Shenkar donne de très beaux exemples, très nombreux, de la diffusion de la symbolique royale sassanide à l'Est, y compris dans des pouvoirs qui n'obéissaient pas à l'autorité sassanide. Et ça s'exprime très très bien dans les couronnes. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, la peinture des ambassadeurs à Samarcande, où on voit, 30 ans après la chute de l'Empire sassanide, le roi de Samarcande qui joue le rôle du roi des rois d'Iran en recevant au Nouvel An les ambassadeurs étrangers. La couronne sassanide, de type sassanide tardif, tend à s'imposer assez souvent. Alors, vous voyez ici des monnaies de la principauté d'Oustrouchana. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans cette principauté, comme je l'ai dit, qu'on a des illustrations
on a des illustrations du Shahnameh dans le palais. Et les rois portent des couronnes de type sassanide. Et alors, y compris un souverain des Turcs qui réside à Kunduz, en Afghanistan. C'est le grand adversaire des Sassanides tout à fait à la fin de la dynastie. Vous voyez sa couronne, il a une couronne sassanide, qui ne l'empêche pas de garder une longue tresse dans le cou, caractéristique de la mode turque, mais il a mis une couronne sassanide. Des cas intéressants sont des monnaies qui sont assez proches dans le temps et l'espace. C'est la région vers la frontière de l'Inde, où là on observe des phénomènes interculturels assez curieux. C'est, disons, Bamiyan, Kaboul, Ghazni, tous ces princes d'origine sans doute plutôt turque, qui règnent, disons, tout à fait à la fin de l'époque sassanide et un peu après. Ils ont des couronnes de plus en plus extrêmement compliquées. Alors, dans certains cas, on a un symbolisme animal qui se combine bien avec la symbolique sassanide des couronnes à ailes, qu'on retrouve dans toutes les couronnes sassanides tardives. Mais alors, vous voyez, c'est un symbole qui a l'air plutôt astrologique. Taureau, lune, ça va bien ensemble. Dans la logique zoroastrienne et astrologique en général, le taureau est associé à la lune. Lion, soleil, taureau, lune. Bon, là, ça peut se comprendre dans une lecture, disons, iranienne. Ici aussi, alors ici, un symbole vraiment zoroastrien, c'est ces petits personnages composites à tête de lion et ailes qui viennent apporter le symbole de la légitimité. On a déjà vu ça l'année dernière avec les peintures représentant le cycle de Rostam. C'est ce qu'on appelle le farn. C'est le principe du charisme, de la légitimité, de la fortune. Ça, c'est un principe d'origine iranienne. Bien. Mais alors, dans certains cas, horreur, un souverain venant des mêmes régions, même époque, regardez ce qu'il a dans sa couronne. Il a mis des serpents. Alors là, c'est un symbolisme qui est, je dirais, agressivement non zoroastrien. C'est un animal, aucun roi iranien ne va jamais mettre un serpent sur sa couronne. Bon, c'est comme si un roi de France avait mis un cochon sur sa tête. C'est inimaginable. Alors, ça peut s'expliquer par la proximité avec l'Inde, parce qu'il y a une symbolique politique assez fréquente du roi serpent en Inde. Il y a une autre explication, c'est que qui serait donc iranienne mais anti-zoroastrienne, ce serait une allusion à Zahak, le roi légendaire, qui avait des serpents qui lui sortaient des épaules. Le voilà représenté à Penjikent, avec ses serpents. Et on a toutes sortes de représentations dans les miniatures persanes. Ça pourrait... alors, quand mes collègues de l'Ermitage, il y a longtemps, Alexandre Beleninsky a écrit quelque part que ces monnaies semblaient indiquer un hommage ou une évocation du souverain légendaire Zahak, j'ai beaucoup ri. J'ai écrit que j'y croyais pas du tout, parce que c'est pas du tout des têtes de serpent, ce sont des terminaisons stylisées de rubans. Je me trompais, parce que grâce au livre de Michael Schenkar, on voit qu'il s'agit incontestablement de serpents. Alors, là, du coup, l'hypothèse de Beleninsky devient excitante. Pourquoi est-ce que ce roi de Kaboul, apparemment, aurait mis une allusion à Zahak dans sa couronne? Eh bien, rappelons-nous, dans le Shahnameh, Zahak, dans le Shahnameh, la descendance de Zahak règne sur Kaboul, puisque Rostam, en fait, la mère de Rostam est la fille d'un roi de Kaboul qui est un descendant de Zahak. Donc, comme on a vu que Rostam était très présent
très présent à Penjikent, ça pourrait tourner autour du même, du même jeu idéologique. Tout ça est très hypothétique. Bon, on peut espérer que des nouveaux documents vont nous éclairer. Mais on voit donc que les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simples. Il y a des éléments de culture iranienne très forts qui se lisent à l'Est à ce moment-là, notamment, j'en ai parlé donc, il y a 2 ans, l'an dernier, la représentation incontestable d'épisodes du Livre des Rois au 8e siècle dans le palais des rois d'Oustrouchana, mais en même temps, il y a des éléments locaux qui peuvent se rattacher aussi aux légendaires iraniens, mais pas vraiment dans la ligne officielle. Alors, autre élément caractéristique des régalias d'Asie centrale à cette époque, chose qu'on ne voit jamais dans l'Iran sassanide, on a le couple royal qui s'affiche. Voilà, les monnaies phtalites, monsieur, madame, c'est absolument clair. Ici, un couple phtalite représenté sur un relief funéraire de Sogdien en Chine. Voilà, le roi, la reine. Et ça, on n'a pas un seul document sassanide, enfin, on n'a pas, disons, pas de monnaie, pas de document sassanide qui nous montre le roi s'affichant avec la reine. On a des reines qui sont devenues rois, tout à fait à la fin. Mais on ne les appelle pas reines quand elles deviennent rois. On les masculinise, on les appelle rois. Bien. On a effectivement 2 reliefs sassanides où on voit le roi associé à la reine, mais c'est dans des épisodes plutôt anecdotiques. Dans un cas, la reine lui donne une fleur, et dans l'autre cas, le roi défend sa famille contre des lions. Mais on n'a pas cet affichage. Oui, on a au début, effectivement, des monnaies où on a le roi et la reine, mais pas du tout à la fin, alors que là, ça paraît assez régulier chez les Turcs, les Hephthalites, et ça a d'ailleurs frappé beaucoup les Chinois. Bon, j'ai un peu débordé, je m'en excuse, ce sont mes derniers cours, donc j'ai encore un certain nombre de choses à dire. Bon, je dirai les dernières la semaine prochaine. En fait, je vais revenir pour mon tout dernier cours, je reviendrai aux fondamentaux du début, c'est-à-dire à l'archéologie économique, à l'archéologie agricole de la Sogdiane. Je vais donc remettre à nouveau les pieds dans la boue de l'Asie centrale et me recentrer davantage sur le terrain. Voilà, donc à la semaine prochaine.